Le diable a emmené tous les producteurs, les musiciens, les designers. Il nous a tous déplacés à Hollywood, il nous a tous déplacés à New York, signant littéralement un contrat pour vendre nos chansons. Avant la célébrité, pour l'argent, avant que le monde ne connaisse leur nom, ces artistes n'étaient que des gens poursuivant un rêve qui promettait tout. Pouvoir, influence, richesse au-delà de l'imagination. Et pendant un instant, on aurait dit qu'ils avaient réussi. Les lumières, les foules, l'attention sans fin, tout semblait réel. Mais plus on regarde en profondeur, plus cette image commence à se fissurer. Car derrière les histoires de réussite répétées encore et encore, il y a un autre récit. Un récit enfoui sous les gros titres, caché derrière des images soigneusement contrôlées et discrètement écartées dès qu'ils menacent de remonter à la surface. Un schéma d'allégations troublantes, de comportements inexpliqués et de moments si dérangeants qu'ils laissent plus de questions que de réponses. Certains ont été accusés, d'autres exposés, et certains en ont dit juste assez pour que les gens se demandent ce qui se passe vraiment en coulisses. Parce que dans une industrie fondée sur l'image et le contrôle, tout n'est pas destiné à être vu. R. Kelly, Chris Brown, Marilyn Manson, XXXTentacion, Michael Jackson, Kanye West, Tekashi 669 Fetty Wap, Tory Lanez, Diddy, avant d'être célèbres, ils construisaient leur fondation. Une fois au sommet, les projecteurs ont révélé non seulement leur succès, mais aussi quelque chose de plus sombre. Et quand on commence à relier les éléments, ça devient impossible à ignorer. Je vais me démarquer pour les enfants qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes et affrontent beaucoup de cyberharcèlement et de difficultés à l'école. Tekashi 669 est né Daniel Hernandez le 18 mai 1999. Il est né et a grandi dans le quartier de Bushwick à Brooklyn, New York. Il a été élevé par sa mère et son père et il a grandi aux côtés de son frère. Il est d'origine hispanique mixte. Ma mère est mexicaine. Elle vient d'Acrisco, Pueblo Acrisco, Las Flores au Mexique et mon père est portoricain. 669 fait partie intégrante de l'image de Tekashi, c'est dans son nom, et il l'a tatoué sur tout son corps plus de 200 fois. Selon Tekashi, ce chiffre a un rapport avec son enfance, mais il reste assez mystérieux sur sa signification exacte. 669 c'est juste un mode de vie, tu vois ce que je veux dire? Ça a un rapport avec beaucoup de choses et la façon dont j'ai grandi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas trop entrer dans ce que signifie 669, tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, mais je veux vraiment que les gens comprennent, alors je vais d'abord leur montrer qui je suis avant qu'ils découvrent le 6-9. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il dit que 669 a un rapport avec la façon dont il a grandi, je pense que ça a à voir avec le fait de survivre à des circonstances difficiles. En grandissant, le jeune Daniel n'avait pas de télé. Il se couchait souvent le ventre vide, sa mère entendait son estomac gargouiller. Il n'avait jamais d'argent pour des vêtements neufs. Une fois, sa mère lui a donné des chaussures trouvées dans la poubelle et il les a portées à l'école. Un camarade de classe a reconnu ces chaussures comme celles qu'il avait jetées. Du bon côté des choses, Daniel était un enfant populaire à l'école. C'était le clown de la classe et il n'a jamais été harcelé. Et il avait la confiance nécessaire pour toujours rester lui-même. Mais tout a changé quand une tragédie a frappé à ses 13 ans. Le père de Daniel a été assassiné, tout près de la maison familiale. Ça m'a poussé à me rebeller et mise en colère. Je ne veux pas être un super-héros. Je veux être un méchant, tu vois. Les méchants ne meurent jamais, contrairement aux super-héros. Daniel a eu de sérieux problèmes après cet événement. Il a eu des ennuis à l'école et a été expulsé en 4e, tandis que sa mère peinait encore plus à régler les factures. Daniel a cherché du travail pour aider à payer les factures. Il a brièvement été garçon de table, mais trop faible pour porter des assiettes, il a été renvoyé. Il travaillait dans des emplois classiques, mais quand l'argent manquait, lui et son frère vendèrent de la drogue pour compléter leurs revenus. Lancé dans la nouvelle affaire familiale de drogue, Daniel passait plus de temps avec son frère, membre d'un groupe de métal, ce qui l'a exposé à ce style musical. À cette époque, il écoutait des groupes de heavy metal comme All That Remains et Parkway Drive, qui allaient devenir certaines de ses premières influences musicales. Malheureusement, le trafic de drogue n'avait pas que des avantages. À un moment donné, Daniel, il avait un travail dans une épicerie de quartier et le propriétaire du magasin l'a surpris en train de vendre de l'héroïne pendant qu'il travaillait là-bas. Daniel a commis une bêtise après avoir été confronté, frappant le propriétaire du magasin. Willie a ensuite été inculpé pour vente de stupéfiants et agression. Et il a passé du temps sur la célèbre île prison, Rikers Island. Aïe, ce ne serait pas la dernière fois. J'ai le droit de me présenter contre toi. Quoi? Tu sais, tout ça est arrivé quand Daniel était encore mineur et heureusement, ça a servi d'électrochoc dont il avait besoin. Dès lors, il choisit de suivre le droit chemin, même si cela signifiait dormir à même le sol dans des sous-sols faute de toit.
Mais il y avait quelque chose chez Takashi qui allait l'aider à accéder à la célébrité sur Internet. Je n'avais pas les Uggs, je n'avais pas tout ce bordel, je ne pouvais pas me le permettre. I wanted it, I couldn't afford it. Ayant grandi avec peu, 6ix9ine n'a jamais compté sur les vêtements de marque. Il a créé son propre style, qu'il a ensuite utilisé pour gagner en popularité sur Internet. Takashi dit qu'au début, Willy avait plusieurs comptes Instagram populaires, mais qu'ils ont souvent été désactivés pour contenu inapproprié. Comme il disait, « Je suis le roi pour me faire supprimer mon compte Instagram ». C'était le bon vieux temps. Mais même désactivés, ses comptes ne stoppaient pas le partage de ses images. Des photos de lui avec un t-shirt mangeur de chatte ont tellement circulé en ligne que Daniel est devenu un mème vivant. Avec de plus en plus de photos de lui portant des vêtements extravagants qui apparaissaient régulièrement sur des sites, eh bien Reddit par exemple, probablement aussi Worldstar. Peut-être vous demandez-vous pourquoi il portait les lettres VIH, mais il ne se moquait pas du tout de la maladie. Takashi avait plusieurs amis séropositifs, et il participait à la marche contre le sida chaque année. Il continuait à porter les lettres VIH en dehors de la marche pour sensibiliser les gens à l'impact de la maladie. Il a également les lettres tatouées dans le dos. Vers 2012, Takashi a commencé à sortir avec la mère de son enfant, Sarah. Elle était aussi sur Instagram sous le nom d'utilisateur Oxara ou Auxaris. Puisque tu la surveilles, abonne-toi à son compte. Elle est tombée enceinte 2 mois avant sa sortie de prison. Et tous les deux ont eu leur fille, Saraya. C'était vers juillet 2015 et il l'a déjà montré plusieurs fois sur Instagram par le passé. Bien qu'on le considère comme un rappeur SoundCloud, Takashi, lui, n'a pas commencé sur cette plateforme. Il a gagné des fans via des vidéos sur YouTube, mais n'a créé son propre compte qu'en 2018. Au début, tout ce qu'il faisait, c'était créer sa musique, tourner ses clips et les sortir via une chaîne appelée FCK Them, un label basé en Slovaquie où Takashi a une grande communauté de fans. Il a joué en live pour la première fois lors d'une tournée en Europe de l'Est au printemps 2017 avec un premier concert solo à guichet fermé à Prague. Qui l'aurait cru? Takashi n'avait que 15 ans lorsqu'il a réalisé son premier clip vidéo. Il s'appelait 6ix9ine, mais malheureusement, il a été supprimé de YouTube. En réalité, les premières vidéos ont toutes été supprimées. Donc apparemment, il est aussi le roi pour se faire supprimer ses vidéos YouTube. Son plus vieux clip qui semble encore disponible sur la chaîne FCK Them, eh bien il semble que ce soit Scum Life, sorti en juillet 2015. Cette vidéo n'a pas connu un énorme succès immédiatement, mais elle a depuis accumulé 3,9 millions de vues. Alors, pourquoi Scum Life? Scum fait aussi partie de la marque personnelle de Takashi. Scum signifie « Society can't understand me », la société ne peut pas me comprendre, et reflète selon lui ses fans de jeunes marginaux souvent incompris par leur entourage. Aujourd'hui, les jeunes comme lui ont une forte identité et ne se conforment pas. Takashi accorde beaucoup de valeur à cela car se démarquer par son style personnel l'a finalement conduit à devenir, eh bien, un artiste. Il a commencé à rapper pour s'amuser. Takashi a dit « Je ne voulais pas vraiment être rappeur. J'ai juste fait de la musique parce qu'on me disait « Tu as l'air trop cool ». 6ix9ine attirerait encore plus d'attention tout au long de 2016 avec des morceaux comme Yokai et Hellsing Station. En janvier 2017, il a collaboré avec Jay Stash et Zen Black pour créer Exodia. Pour toutes ces chansons, eh bien Takashi, il a mis beaucoup d'efforts à rendre ses vidéos aussi cool que possible. Maintenant, quand il s'agit de réaliser des clips musicaux, il dit qu'il pense être le meilleur dans ce qu'il fait. Et cela malgré le fait qu'il dit aussi ne pas vraiment être fan de sa propre musique. Eh bien, ses vidéos ont commencé à attirer l'attention. Takashi a aussi commencé à recevoir sa part de haine. Il a réussi à transformer ses aspects négatifs en points positifs, et non seulement il considère ses détracteurs comme des personnes qui l'aident à faire connaître son nom, mais il a aussi réussi à transformer ses conflits en amitié. Apparemment, lors d'un conflit, eh bien Trippie Redd a pris part en faisant un commentaire public pour soutenir le gars avec qui Takashi était en conflit. Dès que Takashi l'a vu, il a envoyé un message privé à Trippie pour lui dire qu'il aimait sa musique. Ensuite, Trippie a répondu de la même manière en disant qu'il aimait ce que faisait Takashi, et très vite, les deux allaient collaborer. Et leur première collaboration serait un clip vidéo qui allait faire monter la notoriété de Takashi comme jamais auparavant. Le morceau 1469 est sorti sur YouTube en avril 2017 et le clip a depuis accumulé près de 20 millions de vues sur YouTube. Takashi allait également bientôt décrocher une collaboration avec Famous Dex sur la chanson Xena 0,5 et Trippie et Takashi allaient en collaborer sur un autre hit, notamment Aoi. Vous voyez laquelle? Ah oui.
Ah oui, je ne sais pas. Mais il ne faudra pas longtemps avant que les ennuis commencent au paradis. Le plus grand scandale de la carrière de Takashi jusqu'à présent allait commencer avec l'artiste Zilla Kami, un ancien associé de Takashi. Selon Takashi à l'époque, il a aidé Zilla tout au long de l'été 2016, lui donnant de la nourriture, de l'argent et un endroit où dormir. D'après Treyway, le manager de Takashi, le conflit a débuté suite à un incident lors d'un tournage de clip et une dispute sur l'utilisation de certains beats. Mais en août 2017, Will Zilla, lui, a raconté une toute autre histoire. Selon Zilla, Takashi a été arrêté pour relations sexuelles avec une mineure de 13 ans. Zilla affirme qu'il a ensuite payé la caution de Takashi pour la somme énorme de $20 000 que Takashi ne lui a jamais remboursé. Comme preuve de ses crimes présumés, Will Zilla et d'autres détracteurs de Takashi ont commencé à faire circuler cette image. Et apparemment, elle montre Takashi, avec une fille mineure. Il y a aussi une capture d'écran censée montrer ces accusations et qu'il a plaidé coupable. À noter que Daniel Hernandez est un nom courant, il n'est donc pas certain que ce casier judiciaire concerne Takashi. De plus, Zilla Kami, il n'a pas présenté de preuves montrant qu'il a réellement payé la caution pour lui. Maintenant, Teichi, il a aussi essayé de demander des comptes à Zilla au sujet des accusations devant un salon de tatouage. Mais Zilla, il a refusé de sortir. Je ne sais pas. Yo! Zilla, Viens dehors. Non. Il refuse de sortir et s'est enfermé dans un salon de tatouage. Néanmoins, il a aussi publié une vidéo étrange dans laquelle il se qualifie lui-même de violeur heureux. Ouais. Megan rencontre Bonnie. Je suis une violeuse tellement heureuse. Après le scandale, Trippie a pris ses distances avec les personnes accusées de viol sur mineurs. Pour reprendre des mots tristement célèbres, je suis désolé Brosé, 1400 ne fait pas la promotion des pédophiles. Même si Takashi niait les accusations, Trippie n'y croyait pas. Les deux artistes se lanceraient des pics pendant des années. Carrière marquée par des provocations. Un garçon de 13 ans, Espèce de putain de pédophile. le conflit est même devenu violent, avec Trippie qui s'est fait attaquer dans le hall d'un hôtel à New York après avoir posté une photo de 6ix9ine tenant la main d'un autre homme. Takashi a confirmé sur Instagram qu'il s'agissait d'un de ses associés. Il a déclaré « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ça me fait vraiment mal. Ton menton est abîmé. Tu ne peux pas traiter les gens de gays comme ça. Mets de la glace sur ton menton, il est abîmé. Je me sens mal. » Il a aussi terminé la vidéo en disant « Je veux juste que tu sois à nouveau mon ami. Mec, 2018, c'est l'année des gangsters. » Malgré ses problèmes avec celui qui l'a fait connaître, Tekashi a continué d'avancer. Il a sorti la chanson Gumo le 8 octobre 2017. En moins d'un mois, le morceau a accumulé plus de 15,6 millions de vues. Elle a ensuite été certifiée platine par la RIAA et a atteint la 12e place du Billboard Hot 100. En fait, mon neveu de 14 ans, il en est obsédé, il l'écoute tout le temps. Maintenant, Takashi était vraiment fier de la chanson, la qualifiant de deuxième plus gros succès venant de New York. C'est exact. Il pensait qu'une chanson était meilleure. Je ne vais même pas rabaisser Claudie comme ça. 6ix9ine allait ensuite sortir les singles Kuda et Kiki, tous deux certifiés or, et ils seraient inclus dans sa première mixtape officielle, Day 69, sortie en février 2018. Le projet serait certifié or et atteindrait la 4e place du Billboard 200. Il inclurait également des morceaux classés comme Gumo, Gotti, Rondo et Billy. Et d'autres succès suivraient avec Tati et Skittles. Alors que sa carrière atteignait de nouveaux sommets, en coulisses, Takashi continuait à rencontrer de nombreuses difficultés. Il allait souvent au tribunal pour des accusations de mauvaise conduite sexuelle et a eu des problèmes avec Chief Keef et Lil Reese à Chicago. Puis, en juillet 2018, il a été kidnappé. Il a également été passé à tabac et s'est fait voler pour plus de 750 000 $ de bijoux sur mesure. Également 35 000 $ en liquide. En liquide. C'est arrivé tellement vite, tout ce que j'ai vu, c'est le pistolet devant mon visage. Et quand je me suis réveillé, j'étais sur la banquette arrière d'une voiture. Au moment de son enlèvement, il venait de finir un clip avec Nicki Minaj et Murder Beats pour son single platine Fifi, alors son titre le mieux classé. Il a atteint la 3e place du classement rap américain, du classement R&B et hip-hop américain, ainsi que du Hot 100. C'est la 3e place sur tous les classements. Christopher Maurice Brown est né le 5 mai 1989 à Tappahannock, en Virginie. Sa mère, Joyce Hawkins, est une ancienne directrice de crèche et son père, Clinton Brown, était surveillant pénitentiaire dans une prison locale. Il a une sœur aînée, Latrell Bundy, qui travaille dans une banque. Tout petit, à 2 ans, Chris était fasciné en regardant les autres danser et chanter, alors il a commencé à apprendre à faire la même chose tout seul.
Ses parents avaient une vaste collection d'albums de soul qu'il adorait avant de s'intéresser davantage au rap et au hip-hop. Son artiste préféré à observer et à imiter était Michael Jackson, puis plus tard Usher. Il a impressionné sa mère avec une interprétation parfaite de My Way. Il chantait dans une chorale et à l'école primaire, il a obtenu le rôle principal dans une production de Noël intitulée Outfits, qui était inspirée par Elvis. À cette époque, ses parents ont divorcé et le nouveau petit ami de sa mère, qui est ensuite devenu son mari, était violent. Il a vu sa mère dans cette situation et il l'a même vu avoir des saignements de nez à cause des violences. En vivant avec cet homme, il vivait constamment dans la peur et n'avait pas de modèle positif. Du côté positif, il a eu beaucoup de chance avec les femmes, perdant sa virginité à l'âge tendre de 8 ans. En plus de la musique, de la danse et de son succès auprès des femmes, Chris était aussi athlète et jouait au basket dans l'équipe des 4e alors qu'il était en 6e. Quand Chris avait 13 ans, un découvreur de talent est venu dans sa petite ville et a organisé des auditions dans une station-service locale. Chris les a impressionnés avec sa voix et ses talents de danseur. À partir de là, une démo a été produite et envoyée à New York. Sa démo est arrivée jusqu'à Tina Davis, qui a permis à Chris de passer une audition devant L.A. Reid. Cela est arrivé quand Chris avait 15 ans et a signé ce jour-là. Il a ensuite quitté le lycée d'Essex en Virginie en 2005 et a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière musicale, ce qui ne pouvait pas mieux tomber car son tempérament avait pris le dessus à la maison et il s'est disputé avec un garçon plus âgé de l'équipe de basket. Son album éponyme Chris Brown est sorti le 29 novembre 2005 et il a fait ses débuts à la 2e place du Billboard 200 la première semaine. Dès lors, tout s'est accéléré pour lui. Il a assisté aux Grammy Awards, entamé une tournée mondiale, puis fait une courte apparition dans 3 épisodes de Newport Beach. Je t'invite officiellement à venir traîner chez moi. Et j'accepte l'invitation. Et j'ai parlé au professeur. Oui, professeur. Très drôle. Les gars, il connaîtrait environ 1 an de célébrité avant de sortir avec sa petite amie Rihanna et une agression qui a éclipsé son immense talent. Dès lors, il alternerait entre le tribunal et la sortie de nouveaux morceaux pour rester en tête des classements. Je me distingue par ma voix et mon ton. Je suis une école à moi seul, avec une vieille âme selon moi. Christopher Maurice Brown est né le 5 mai 1989 à Tappahannock, en Virginie, une ville de seulement 2000 habitants. Il a des origines afro-américaines et amérindiennes Pamuki. Sa mère, Joyce Hawkins, était directrice de crèche et son père, Clinton Brown, était surveillant pénitentiaire dans une prison locale. Il a aussi une sœur nommée Latrell qui travaille dans une banque. Dès l'âge de 2 ans, le jeune Chris commençait à apprendre à chanter et à danser tout seul. Ses parents avaient une collection d'albums de soul qu'il adorait avant de s'intéresser à la pop et au hip-hop. Il aimait surtout observer et imiter Michael Jackson, puis plus tard Usher. Il chantait dans la chorale de l'église et à l'école primaire, puis il a décroché le rôle principal dans une production de Noël intitulée Elvis, inspirée par Elvis. À cette époque, ses parents divorcent et le nouveau compagnon de sa mère, devenu ensuite son mari, est violent. Chris voit sa mère battue et le nez en sang. Vivant avec cet homme, il avait constamment peur. Du côté positif, il avait beaucoup de succès avec les filles, ayant sa première expérience à seulement 8 ans. En fait, perdre sa virginité à 8 ans, c'est quand même assez tordu, tu ne trouves pas? C'est dégoûtant. Quand Chris avait 13 ans, un chasseur de talent s'est rendu dans sa petite ville et y a organisé des auditions dans la station-service de sa petite ville. Chris les a impressionnés par sa voix et sa danse, puis une démo a été présentée à New York. En plus de la musique et de son succès avec les femmes, il était aussi un athlète prometteur. Il jouait dans l'équipe de basket des élèves de 8e alors qu'il était en 6e. Il a ensuite été meneur de jeu au lycée du comté d'Essex. Mais bien qu'il soit un joueur talentueux, il devait souvent manquer des matchs afin de se concentrer sur sa carrière musicale. Je suis revenu et j'ai rejoué. Mon entraîneur m'a redonné du temps de jeu. Tu ne veux pas prendre de la valeur. La démo est parvenue à Tina Davis de Def Jam Recordings qui a organisé une audition pour Chris devant L.A. Reid, lequel lui a proposé un contrat le jour même. Après des mois de négociations, une fusion d'entreprises a coûté son emploi à Tina. Chris l'a engagé comme manager, provoquant une guerre d'enchères entre Jive Records, G Records et Warner Brothers pour la jeune star. Chris a choisi de signer avec Jive en 2004, impressionné par leur travail avec Britney Spears et Justin Timberlake. L'année suivante, il a quitté le lycée pour s'installer à New York. Une bonne décision car sa colère prenait le dessus là-bas. Il s'était déjà battu avec un garçon lors d'un match de basket. En février, il a commencé à enregistrer son premier album éponyme et avait déjà enregistré 50 chansons en mai.
L'album est finalement sorti le 29 novembre 2015 et il a atteint la 2e place du Billboard 200. À partir de là, le jeune homme était lancé. Il a assisté aux Grammy Awards et parcouru le monde en se produisant. Ensuite, il s'est lancé dans la comédie avec 3 épisodes de The O.C., puis dans le film Stomp the Yard. Passons un extrait. Je veux essayer, mais t'as pas fait tes preuves. Bref. Il lui faudra encore 1 an pour se mettre en couple avec Rihanna et son agression occultera son talent des années. Il aurait encore des problèmes judiciaires et des conflits avec d'autres artistes, tout en dominant les classements avec de nouveaux morceaux et jouant dans des films comme Into the Woods, Takers, Think Like a Man et Battle of the Year. Tu es si jeune, presque 18 ans. Oui, mets-moi en valeur au centre. Oh mon Dieu. La relation passée de Diddy avec J-Lo était scrutée à la loupe et il y a beaucoup de choses que nous avons ratées la première fois. Je voulais parler de certaines choses qui étaient vraiment folles à l'époque, mais que les gens ont tout simplement laissé passer. Je me souviens quand P. Diddy est passé chez Jimmy Kimmel et que Jimmy a mentionné que Will et Jada Smith voulaient convaincre J-Lo d'un plan à 3 avec eux. Will et Jada Smith ont été accusés d'avoir tenté d'être intimes avec Jennifer Lopez. Jimmy a dit que la rumeur voulait que P. Diddy frappe Will Smith pour ça. Il a demandé à Diddy si c'était vrai, et Diddy a lancé un regard noir à Jimmy, clignant plusieurs fois des yeux avant de répondre de façon confuse. Il a dit « Eh bien, cette émission est devenue plus folle depuis la dernière fois que je suis venu ici. » Puis Jimmy a insisté pour avoir une réponse en disant « Ce n'est pas vrai. » Et Diddy a répondu « Tu as vraiment entendu ça? » Ils ont plaisanté avant que Diddy ne dise « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Pourtant, selon des sources, son langage corporel montrait le contraire. Une photo de Diddy et Jennifer Lopez a récemment refait surface, peu flatteuse pour J-Lo et les autres présents. On les voit sur la photo, confortablement installés dans un lit avec la défunte star du R&B Aaliyah, le regretté dirigeant de maison de disques André Harrell, le mannequin Nathan Adcock et l'entrepreneur Damon Dash. Damon Dash a réagi à la réapparition des photos. Lors d'un live Instagram, il a dit « Je n'allais pas à ces soirées. Je n'en ai fait qu'une dans les Hamptons il y a 20 ans avec Aaliyah, et c'est tout. » Beaucoup de gens étaient à ces soirées, tu vois. Dash, qui a fréquenté Aaliyah de 2000 à sa mort en 2000, en a reparlé de ses fêtes dans la vidéo, disant « Rien ne s'est passé dans les Hamptons. Ce jour-là, j'ai rencontré Aaliyah. On a traîné ensemble, puis on est parti, c'est tout. C'était il y a 20 ans, pas à Los Angeles ni à Miami. Je sais qu'ils vont jouer avec ces photos, mais ça m'est égal. » Suge Knight, ex-dirigeant de maison de disques et criminel condamné, estime que la rumeur de divorce entre Jennifer Lopez et Ben Affleck vient de l'apparition de Lopez dans des vidéos saisies par le FBI chez Sean Diddy Combs. Dans un nouvel épisode de son podcast enregistré en prison, Collect Calls avec Suge Knight, il affirme que le FBI aurait pu saisir des vidéos lors des perquisitions chez Diddy début d'année. Certaines de ces vidéos montrent Jennifer Lopez. Il a rappelé son rôle dans la fusillade du club en 1999 où Moses Shine Barrow a servi de bouc émissaire pour Diddy, disant qu'ils ont perquisitionné la maison de Puffy et récupéré des vidéos de J-Lo dans diverses situations. Ils savent que J-Lo a menti en disant que l'arme appartenait à Shine, envoyant cet homme en prison et ruinant sa vie alors qu'elle savait qu'elle était à Puffy. À ce stade, les gens disent croire tout ce que dit Suge Knight, car il est condamné à perpétuité et n'a plus rien à perdre. Suge Knight, actuellement incarcéré pour un délit de fuite mortelle en 2015, affirme que Ben Affleck détient désormais ses cassettes, dont le contenu aurait été déterminant dans les tensions au sein du couple. Suge a dit « Je suis presque sûr que le FBI a probablement appelé. C'est un homme blanc qui a du respect dans le monde des Blancs. Je suis presque sûr qu'ils ont dit « Nous voulons vous montrer certaines choses à propos de votre femme. » En ce qui concerne la fusillade, pour ceux qui n'ont pas les détails, J-Lo et Diddy ont tous les deux été impliqués dans une fusillade qui a eu lieu dans une boîte de nuit en 1999. Diddy et J-Lo étaient dans une boîte de nuit appelée Hot Chocolate au Club New York à Midtown le 28 décembre 1999. Ils étaient là pour célébrer la sortie prochaine de l'album du rappeur Shine, vers 2h20 du matin. Diddy, tenant une bouteille de champagne, a accidentellement fait tomber un verre des mains d'un homme. Matthew Allen, mieux connu sous son nom de Ruscar, s'est avéré être la mauvaise personne à qui faire tomber du Prosecco. Ils ont commencé à se lancer de l'argent au hasard, comme de vrais billets. Des pics ont été lancés sur la richesse de Diddy et de l'argent a été gaspillé inutilement, même si cela a été un gain rapide pour les fêtards, car les gens dans le club se sont précipités pour ramasser l'argent, selon le Daily Mail. Le conflit a dégénéré et des coups de feu ont été tirés, l'un venant prétendument de l'arme de Diddy. 3 clients du club ont été blessés et une femme a été touchée au visage. Diddy et J-Lo ont fui à grande vitesse dans un Lincoln Navigator, grillé un feu rouge et ont été interceptés par la police. Ils étaient en possession d'un pistolet de 9 mm volé, retrouvé dans le coffre. Le couple a été arrêté.
Gilo a passé 14 heures en cellule, alternant crises de larmes chaotiques et sanglots incontrôlables, selon une source policière. Les policiers n'ont pas été impressionnés. Belle femme, certes, mais elle semblait ordinaire. Un policier l'a confié au New York Daily News. Bien que les charges aient finalement été abandonnées pour Gilo, puis plus tard pour Puff Daddy, des rumeurs sur la fin de leur relation ont souvent circulé après cet incident. Shyne a été reconnu impliqué dans la fusillade et a passé 9 ans en prison. Gilo et Puff Daddy se sont séparés le jour de la Saint-Valentin en 2001. Cette affaire très médiatisée a poussé Puff Daddy à changer de nom afin de se dissocier de son passé criminel. En 2015, Jennifer est venue à l'émission de Wendy Williams avec sa mère dans le public. Après que Wendy ait dit qu'elle pouvait imaginer Gilo se remettre un peu avec Puffy, Guadalupe a crié si fort depuis la foule que cela a attiré l'attention de Gilo, puis celle de Wendy. Ashton Kutcher dans Hot Ones. Ashton Kutcher a vendu la mèche sur une prétendue séquence vidéo de son passage dans Hot Ones, au cours de laquelle les soirées de Diddy ont été évoquées. J'ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas non plus la raconter. On l'entend dire « je les passe en revue dans ma tête » avant de changer de sujet dans la vidéo. Je ne peux pas la raconter non plus. Je les passe en revue mentalement. Lorsque le sujet des soirées de Diddy est abordé, Kutcher semble hésiter un peu et fait une drôle de tête, puis il s'empresse de changer rapidement de sujet. Et puis il y a l'interview avec Justin Bieber. Beaucoup de gens sont mal à l'aise après avoir vu la vidéo embarrassante qui prétend montrer Diddy avec un Justin Bieber très jeune. Dans la vidéo, on entend Diddy déclarer que Justin Bieber et son ami passaient le meilleur moment de leur vie et que Bieber passait 48 heures avec Diddy. Dans la vidéo, Diddy déclare « Nos activités et endroits sont secrets, mais c'est clairement le rêve d'un garçon de 15 ans. » On ne peut pas vraiment le révéler, mais c'est clairement le rêve d'un garçon de 15 ans. Après cette vidéo, j'aurais voulu qu'il continue à parler pour avoir une vraie réponse. J'ai obtenu sa garde. On peut entendre Diddy dire à propos de Bieber « Il est signé chez Usher, mais j'avais la tutelle légale d'Usher quand il a sorti son premier album. » Je n'ai pas sa tutelle légale, mais pour les prochaines 48 heures, il est avec moi. Et on va devenir complètement fou. À propos de Bieber, il dit dans la vidéo « Je n'ai jamais eu sa tutelle légale, mais pour les prochaines 48 heures... » Instantanément, le visage naïf et juvénile de Bieber semble se figer dans un sourire forcé et gêné. Il paraît clairement mal à l'aise alors qu'ils poursuivent leur conversation. Quand Diddy demande à Bieber ce qu'il veut faire, on entend Bieber répondre « Allons juste chercher des filles ». Et puis, il y a eu son interview avec Conan O'Brien. Une ancienne vidéo de Diddy conseillant Conan O'Brien sur comment enfermer des femmes lors de soirées refait surface, donnant une mauvaise image. Lorsque Diddy et l'animateur de Late Night with Conan O'Brien se sont retrouvés en 2002, ils ont discuté en détail des fêtes extravagantes de Diddy. C'est d'abord Conan qui a abordé le sujet, plaisantant sur le fait qu'il passe Polanka lors de ses soirées et sort le fromage en spray, mais que personne ne vient jamais. Avec assurance, Diddy a dit à Conan qu'il faisait tout de travers avant de lui donner une liste d'indispensables pour une fête réussie. Dans ses remarques d'ouverture, Diddy a souligné l'importance d'attirer de belles femmes et de beaux hommes pour les dames. Diddy a ajouté qu'il fallait de l'eau et des boissons car de nombreuses femmes boivent de l'eau aux fêtes et partiront s'il n'y en a pas. Ensuite, on est passé au vrai sujet. Diddy affirme que mettre des verrous sur les portes était nécessaire pour garder les femmes à ses fêtes. La réaction immédiate de Conan a été « D'accord, là ça commence à mal sonner ». Diddy a répondu avec enthousiasme « C'est un peu bizarre ». Diddy a ensuite parlé de garder ses fêtes animées et de faire transpirer les gens. Mike Tyson a aussi repoussé la main de Diddy. Après l'incarcération récente de Diddy, des images d'une interview révélant un échange gênant entre Mike Tyson et Sean Diddy Combs ont refait surface. La vidéo de la visite de Tyson en 1998 dans l'émission de Keenen Ivory Wayne le montre apparemment en train d'enlever la main de Diddy de sa jambe. Après avoir été arrêté, Diddy est poursuivi en justice. Diddy a plaidé non coupable, mais la libération sous caution lui a été refusée. En conséquence, il est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center à Brooklyn. Et à la suite de cette annonce, les utilisateurs des réseaux sociaux sont revenus sur une rencontre étrange entre Diddy et le boxeur Mike Tyson. Diddy racontait qu'à un concert à New York, il est tombé. J'étais sur scène et donnais tout. Je me donnais à fond. Je parle du moment où tu tombes à plat, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Tu sais, quand tu fais semblant que personne n'a vu, tu continues. J'ai eu honte des semaines. Mike Tyson a alors plaisanté. C'est vraiment all about the Benjamins, évoquant la chanson de Diddy sur l'argent. Puis, lorsqu'ils se sont assis sur le canapé, Tyson a semblé saisir la main de Diddy et l'a repoussé, ce qui a poussé Diddy à croiser de nouveau les bras pendant la pause publicitaire.
Avec plus de 40 000 vues sur X, ex-Twitter, la séquence est devenue virale et certains spectateurs pensent que Tyson a volontairement repoussé la main de Diddy. Et puis une autre avec Justin Bieber. C'est tellement étrange de voir Diddy l'interroger. Une vidéo montrait que Justin Bieber semblait mal à l'aise lors d'une conversation avec Sean Combs. Diddy critique Justin dans la vidéo récemment publiée car il ne communique pas assez avec lui. En se serrant la main, Justin adolescent assure Diddy que tout va bien. Mais le rappeur a demandé « Tout va bien, tu remplis les salles et tout ?» L'atmosphère a changé quand Diddy a dit « Tu commences à changer, hein? Tu ne m'appelles plus ni ne traînes avec moi comme avant. » Dans la vidéo, Justin, qui avait environ 16 ans à l'époque, a bafouillé en répondant « Je veux dire, tu as essayé de me contacter pendant tous mes projets et tout ça, mais tu n'as jamais eu mon numéro. » Justin a sorti son téléphone et dit à Diddy « Je vais te donner mon numéro. » Les internautes partagent la vidéo et trouvent cet échange gênant. C'est une vidéo flippante, a dit un utilisateur de X, tandis qu'un autre a ajouté « Justin semble nerveux avec lui. Travis Scott fuit Diddy. » On peut voir Travis fuir Diddy dans la vidéo après ce qui semble être un sous-entendu. La vidéo non datée où Diddy passe son bras autour de Travis et l'appelle son petit frère a attiré beaucoup d'attention sur Internet, comme on pouvait s'y attendre. Les fans sur les réseaux sociaux ont réagi à la façon dont les deux échangeaient, apparemment en code, ainsi qu'à la manière dont Travis évitait le regard de Diddy avant de lui dire de se taire puis de crier en partant. Dans le clip avec Travis, Diddy a dit « Mon petit frère, on l'a fait. Demain, c'est le moment. Il est temps de faire ce truc, mec. Ouais, tout le monde, soyez au rendez-vous. Allons-y. » Et ensuite, Travis s'enfuit en courant. On a aussi 50 Cent. Curtis Jackson, mieux connu en ligne sous le nom de 50 Cent, est réputé pour son style direct et honnête sur les réseaux sociaux. Depuis 2006, lui et Diddy sont en conflit à cause d'allégations sans preuve à l'appui selon lesquelles Diddy serait impliqué dans la mort de Notorious B.I.G. Après l'annonce des perquisitions, 50 Cent a partagé des captures de la couverture médiatique sur Twitter. « Ce n'est plus Diddy l'a fait, c'est Diddy est fini », a-t-il écrit. Ils ne viennent pas comme ça sans avoir un dossier. Plus tard dans la même journée, 50 s'est rendu sur Instagram et a posé une question sur la localisation du vieil ami de Diddy, Jay-Z. Quelqu'un a vu Jay? LOL. 50 Cent a légendé une image d'une brique de lait avec le visage de Jay-Z dessus, ajoutant que Combs a dit que Jay-Z ne répondait pas à son téléphone. MDR. Donc, Ashton Kutcher ne pouvait pas parler des soirées de Diddy. Justin Bieber a passé 48 heures avec Diddy, ce qui ressemble à un film d'horreur. Et 50 Cent pense même qu'il a tué Biggie. C'est trop. Les choses ont commencé assez innocemment pour Tory et Meghan, comme c'est presque toujours le cas. Le premier indice que nous avons eu que ces deux-là évoluaient dans la même sphère a été une vidéo TikTok surprise qui est apparue en avril de cette année. En plein milieu du confinement mondial, d'une manière ou d'une autre, Tory Lanez s'est retrouvé chez Megan Thee Stallion. Regardez ça. Alors que certains fans se sont concentrés sur l'aspect de la distanciation sociale de cette histoire et ont critiqué ces deux-là pour ne pas avoir pris les consignes au sérieux. Beaucoup de leurs fans adoraient voir à quel point ces deux-là semblaient adorables ensemble. On ne sait pas vraiment s'ils sont un jour devenus plus que de simples amis. Mais comme nous allions le découvrir au cours des mois suivants, il y avait clairement des sentiments entre eux. Mais le truc, c'est que Tory a toujours eu un faible pour Kylie Jenner, allant même jusqu'à tenter sa chance avec elle. Kyle Bottles, on a tes bouteilles. Et c'est là que cette histoire commence vraiment à se compliquer et passe du bon côté au côté sombre de la célébrité. En juillet de cette année, Meghan publie la vidéo suivante sur ses réseaux sociaux. C'est Meghan et Kylie qui traînent au bord de la piscine avec Tory dans la soirée du 11 juillet chez Kylie. Mais à 4 heures du matin le lendemain, Tory serait arrêté par la police pour port d'armes dissimulées dans un véhicule, un crime. Alors, comment cela s'est-il produit? Eh bien, selon les premiers rapports publiés par TMZ, une dispute aurait éclaté cette nuit-là et quelqu'un aurait tiré en l'air avant de s'enfuir. TMZ avait rapporté que Meghan s'était blessée au pied avec des éclats de verre de la voiture, mais 3 jours après, elle a rétabli la vérité. Elle a expliqué avoir subi plusieurs blessures par balle à la suite d'un crime commis contre elle dans l'intention de lui faire du mal physiquement. J'ai été blessée par balle aux 2 pieds et j'ai dû subir une opération pour qu'on retire les balles. Un mois plus tard, Meghan évoquera à nouveau cette histoire dans une vidéo sur Instagram. Dans cette version, elle dit qu'elle était dans la voiture de Tory avec lui, son garde du corps et une amie. Les 4 se disputaient. Quand Meghan a décidé de partir, elle a sauté du siège passager avant et s'est éloignée de la voiture.
Megan dit que Tori a alors tiré sur elle à travers la vitre arrière de la voiture. Donc, puisque vous tenez tous, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est ça, Tori m'a tiré dessus. Tu m'as tiré dessus? Je suis sur le siège avant, cette personne est sur le siège arrière, je sors de la voiture. J'en ai fini de me disputer, je ne veux plus me disputer, c'est fini, je sors. Je m'en vais. Depuis le siège arrière de la voiture, cette personne commence à me tirer dessus. Tu m'as tiré dessus. Je n'ai pas été coupée par du verre. Quant aux raisons pour lesquelles Tori ferait quelque chose comme ça, eh bien, Megan était un peu moins bavarde à ce sujet, se contentant de répondre de façon assez insatisfaisante qu'il n'avait aucune raison. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela aurait été une représaille parce que Megan s'était fâchée contre lui à cause de son attirance pour Kylie. Tu te souviens qu'ils étaient avec elle plus tôt? Mais Megan a fermement nié ces affirmations. À ce sujet, je ne t'ai jamais frappé, espèce de C. On disait, elle est en colère car il draguait Kylie. Mais ce n'était pas du tout ça. Megan a expliqué qu'elle n'a jamais été arrêtée, mais qu'elle a été conduite à un hôpital proche pour subir une opération afin de retirer les balles qui étaient encore dans son pied. Dans la publication désormais supprimée, Meg a partagé ces 2 photos en gros plan de ses pieds qui semblent avoir été prises peu de temps après l'incident. La rappeuse WAP a dû subir une opération pour retirer les fragments de balles. Peu de temps après que Megan ait révélé sa version de l'histoire, son amie Kelsey Nicole, qui était l'autre femme présente dans la voiture au moment des faits, s'est manifestée pour préciser que ce n'était pas elle qui avait tiré avec l'arme. Après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles cela aurait pu être le cas. Cette idée provenait en grande partie de rumeurs selon lesquelles Kelsey serait à l'origine du drame après avoir couché avec Tori. Comme souvent dans cette histoire, il est difficile de connaître la vérité. Les fausses informations compliquent tout, tu comprends? La révélation initiale de Megan n'a pas été accueillie avec le soutien et le fait qu'on la croit largement qu'elle attendait probablement. En fait, Internet étant ce qu'il est, a décidé de s'amuser à ses dépens. À tel point que Megan est retournée sur ses réseaux sociaux pour évoquer le manque de protection des femmes noires et la manière dont son traumatisme bien réel était tourné en dérision et minimisé. Malgré la haine en ligne, la carrière de Megan n'a pas été affectée par l'incident. Elle a reçu des fleurs, des peluches et des messages de soutien d'autres reines de l'industrie comme Beyoncé, Rihanna et Lizzo pendant sa convalescence. Mon Dieu, Lizzo, je t'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, elle a célébré son tube numéro 1, WAP, avec Cardi B qui a atteint le sommet du classement Hot 100. La carrière de Tori, en revanche, c'était une toute autre histoire. D'abord, il y a eu le boycott de l'industrie avec des gros titres comme « Les écoutes de Tory Lane ont chuté de 40% maintenant ». Cela s'est révélé un peu exagéré, les chiffres réels étant proches de 8%. Il circulait aussi des rumeurs qu'en tant que citoyen canadien de Brampton, il serait expulsé. Ces 2 choses paraissent très exagérées. Lorsqu'un agent de l'immigration et des douanes a été contacté par Vulture pour discuter de l'affaire, il a été cité en disant « Nous n'avons aucune implication dans cette affaire, pour l'instant ». L'ICE n'a pas été impliqué dans cette affaire. Il n'y a rien à voir ici, selon moi. Bien qu'elle soit restée principalement silencieuse face à toutes ces accusations jusqu'à présent, Tori a finalement décidé de briser ce silence. 2 mois plus tard, fin septembre, il a tweeté qu'il pouvait enfin discuter de certains sujets. Cependant, à la grande surprise de beaucoup de gens, ce que Tori a finalement sorti était un tout nouvel album de Clash intitulé Daystar. Après avoir sorti le disque, il a mentionné dans un autre tweet qu'il disait tout ce qu'il avait à dire sur l'incident. Avec cet album, notamment sur le morceau Money Over Fallouts, Tori affirme que l'entourage de Megan veut lui faire porter la responsabilité de l'attaque et doute de la légitimité de ses blessures. Il sous-entend aussi que son équipe de management a tenté de l'acheter pour qu'il se taise. Ailleurs sur l'album, Tori dit vouloir se réconcilier avec Megan et éprouver encore des sentiments pour elle, suggérant que s'il avait su à quel point elle était jalouse de ses sentiments pour Kylie, ils auraient pu trouver une solution. Mais en regardant la situation dans son ensemble, la décision de Tori de sortir son album au moment où il l'a fait est pour le moins compliquée. Il fallait non seulement gérer l'incident notoire, mais aussi mieux choisir la date de sortie de l'album. Un jour avant la sortie de Daystar, le verdict tombait enfin dans l'affaire Breonna Taylor. Cela n'a fait qu'accentuer la lassitude du public face au déni de la violence envers la communauté noire, surtout les femmes. La décision de Tori de sortir un album Clash visant surtout une femme noire était probablement sa pire erreur, surtout vu le contexte. La sortie a provoqué un tel tollé que même des personnes comme Rick Ross se sont exprimées sur leurs réseaux sociaux pour réagir. Tory Lanez, poor decision, brother. Sortir ce projet, rien que par respect pour Breonna. On doit respecter ses sœurs. Ce n'est pas ainsi qu'on répond aux accusations auxquelles on fait face concernant cette femme. C'était un mauvais choix.
Rick Ross a peut-être raison sur la mauvaise décision de Tori, mais Tori a vite souligné que le boss aussi prenait de mauvaises décisions. En transformant une vidéo engagée sur Breonna Taylor en une promotion pour sa marque de champagne en même temps. Je dois avouer que je soutiens Tori cette fois, car cela donne une mauvaise image à tous ici. Quelques jours après la sortie de l'album, le dernier rebondissement de cette saga est survenu. Quand Billboard a publié un article affirmant qu'il s'était fait passer pour un membre du label de Meghan, 300 Entertainment, auprès de médias afin de faire campagne en sa faveur. Tous les soutiens de Tori nient avoir envoyé ces emails et disent qu'il a déjà tout expliqué dans son dernier album. La réaction de Meghan à l'album Daystar de Tori était simple et directe. Kanye Omari West est né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie, de Donda et Ray West, maintenant les deux. Ils se sont rencontrés au Spelman College à Atlanta, où Ray était photographe indépendant engagé par une directrice des relations publiques, et Donda travaillait au département des relations publiques. Pendant qu'elle préparait sa maîtrise à l'université d'Atlanta, Ray West était un ancien membre des Black Panthers et l'un des premiers photojournalistes noirs à l'Atlanta Journal-Constitution. Il détient également maintenant 2 diplômes. Ils se sont mariés 3 mois après le début de leur relation. Au début, aucun d'eux ne voulait avoir d'enfant, mais 3 ans après leur mariage, Donda a dit qu'elle ressentait maintenant l'esprit de Dieu, bien que Kanye. Il pensait que ses parents avaient divorcé quand il avait 3 ans, mais a révélé à David Letterman que le divorce avait peut-être été finalisé à cet âge. Mais ils étaient en fait séparés quand Kanye n'était qu'un bébé. Quant à Ray, excellent mari et père à l'origine, il a fait passer son entreprise de photographie en priorité dès qu'elle a prospéré. Et Donda, elle a décidé qu'elle ne voulait passer après aucun homme, aucune entreprise, rien du tout. Lui et sa mère ont déménagé à Chicago quand Kanye avait 3 ans. Donda était professeure d'anglais, elle a commencé sa carrière au Maurice Brown College à Atlanta, mais a ensuite travaillé à la Chicago State University. Elle est aussi devenue la responsable du département d'anglais là-bas. Même si en tant que mère célibataire, les fins de mois étaient difficiles, elle a toujours réussi à offrir une bonne vie à son fils. Elle a acheté une maison sur South Shore Drive où elle et Kanye ont vécu pendant 8 ans. Dès son plus jeune âge, Donda a appris à Kanye qu'il pouvait toujours exprimer ce qu'il pensait, quelque chose que, vous savez, il n'a certainement jamais hésité à faire. La destruction de l'esprit du peuple du sud de la Louisiane, du Mississippi, pourrait finir par être la perte la plus tragique de toutes. George Bush ne se soucie pas des Noirs. Veuillez appeler sa mère Donda, a-t-elle écrit dans ses mémoires. La timidité n'a pas sa place. Je l'ai élevé pour qu'il pense de façon critique, analytique et exprime ses sentiments sans crainte. J'ai contribué à cela. Les leaders doivent agir ainsi selon moi. Chaque été, pourtant, Kanye, il restait avec son père dans la région de Washington, D.C. Et comme il le dit dans la chanson Champion, on était un peu comme Will Smith et son fils dans les films. Je ne parle pas du riche. Ils semblaient avoir leur propre quête du bonheur. Même sans savoir ce que son père faisait pour gagner sa vie, il renvoyait toujours son fils à l'école avec de nouveaux vêtements. Kanye, lui, était un enfant extrêmement doué, surtout artistiquement. Il fabriquait ses propres jouets et dessinait des images élaborées alors qu'il n'avait que 3 ans. Son travail au crayon surpassait celui d'enfants 2 fois plus âgés. Il testait aussi les couleurs, dessinant par exemple des bananes violettes et des oranges bleues. Il a toujours voulu être, tu sais, l'original du groupe, celui qui se démarque de la foule. Voilà Kanye. Il a d'abord été inscrit à la maternelle Professional Playhouse, puis à celle du lieu de travail de sa mère. Ses enseignants décrivaient le jeune Kanye comme étant doué sur le plan académique, mais disaient qu'il était égocentrique sur le plan social et qu'il ne travaillait pas bien avec les autres. Il a fréquenté la maternelle à l'école Vander Poet Magnet à Chicago. Et quand il avait 10 ans, Kanye et Donda ont passé 1 an en Chine. Après que sa mère ait été sélectionnée dans le cadre d'une bourse Fulbright pour être experte étrangère en République populaire de Chine, maintenant Kanye, il a été placé en 3e année en Chine à cause de la barrière de la langue. Même si, à ce moment-là, il aurait été en 5e année chez lui. Mais il avait un tuteur privé du Zimbabwe pour suivre le programme de 5e année chez lui. Maintenant, Kanye s'entendait bien avec ses nouveaux camarades. Mais il y a eu un incident où Donda se souvient que Kanye a eu des ennuis avec son professeur. Maintenant, tous les élèves. Ils devaient avoir des trous pour les doigts sur leurs gants en hiver, mais Kanye, déjà passionné de mode enfant, il a refusé d'enlever ses gants qui n'avaient pas de trous pour les doigts. L'enseignant l'a donc fait asseoir et a appelé Donda à cause de sa désobéissance. Kanye a rapidement appris en Chine qu'il était irrespectueux de regarder ses supérieurs dans les yeux en leur parlant. Il était aussi un bon breakdancer et il faisait payer les élèves chinois pour le regarder danser, argent qu'il dépensait ensuite en nourriture de rue.
Il faut respecter ce sens des affaires, vraiment. Finalement, Donda a instruit Kanye à domicile pour le reste de leur année en Chine. En plus de ses études, il suivait des cours de tai chi et des cours particuliers d'art 2 fois par semaine. Quand il est rentré chez lui, Kanye se sentait particulièrement inspiré et a commencé à travailler sur l'un de ses premiers rêves, qui était de concevoir des jeux vidéo. Croyez-le ou non, cela l'a amené à aimer créer des sons pour les bandes-sons de jeux vidéo. Il s'est alors consacré à la musique, et Kanye passait tout son temps à s'exercer. Sa mère se rappelle que sa première chanson s'appelait Green Eggs and Ham. Probablement inspiré par Dr. Seuss, son premier enregistrement s'est fait dans un studio au sous-sol où l'heure coûtait 25 $. Maintenant, Kanye pensait qu'à 13 ans, il allait être signé pour devenir une star. Il a même dit à son professeur de sport qu'il ne viendrait pas en cours parce qu'il allait se faire signer. Mais vous savez, comme nous le savons tous, ça ne s'est pas fait immédiatement. Même s'il recrute très jeune aujourd'hui, Kanye a dû patienter. Maintenant, Donda croyait aussi en Kanye et a aidé à financer son rêve. Son rêve était de devenir rappeur. Alors pour avoir quelque chose sur quoi rapper, eh bien, il faisait ses propres beats. À 14 ans, Kanye a acheté son premier clavier de sampling après avoir économisé. Il a aussi commencé à vendre ses beats aux artistes locaux pour 50 $ chacun. Comme il le dit dans Spaceships, il faisait 5 beats par jour pendant 3 étés. Il enchaînait les petits boulots pour économiser et améliorer son studio. Rapidement, il eut son propre table de mixage, des platines et une boîte à rythme. Ses amis venaient dans son studio pour travailler leur musique. Ses amis faisaient partie de la société de production de Kanye, appelée Kanman Productions. Le groupe comprenait Mikey Alstead, Ryan Fest et GLC. C'est une collègue de travail de Donda qui allait aider à présenter Kanye à l'un de ses mentors les plus influents. Donna travaillait avec la mère d'une légende locale de la production. Il s'appelait No ID et il travaillait avec Common à l'époque. Donda a convaincu la mère de No ID de dire du bien de son fils. Et peu de temps après, eh bien, No ID donnait des cours de production à un Kanye West avide d'apprendre. No ID a appris à Kanye comment accélérer ses samples, ce qui a mené à sa signature sonore de producteur par la suite. D'ailleurs, Common se souvient même que Kanye le défiait à des battles de freestyle. Alors, avec ses nouvelles compétences, les conseils de son mentor et l'inspiration de Common, eh bien, Ye était prêt pour le prochain chapitre de sa vie musicale. L'école est rapidement devenue secondaire face à sa carrière musicale et les excellentes notes de Kanye ont commencé à baisser. Avec un peu d'encouragement de sa mère, eh bien, il a obtenu son diplôme de l'école Polaris au printemps 1995. Dans un retournement improbable, Ye a choisi Chicago State University pour étudier l'anglais. Et si vous connaissez un peu la carrière de Kanye, alors vous savez ce qui s'est passé ensuite. Kanye a abandonné l'université et s'est concentré uniquement sur sa carrière musicale. Mais avant de connaître un véritable succès en tant que rappeur, ce sont ses talents de producteur qui lui ont permis d'obtenir de placer ses productions sur des titres importants. Après avoir créé sa signature sonore à partir de samples de soul, il a produit des beats pour des artistes locaux de Chicago. Il vivait dans un petit appartement à Chicago, enfermé pour créer ses beats. Désormais, il en vendait assez pour payer ses factures et parfois s'offrir une paire de Jordans. Maintenant, il est aussi devenu un producteur fantôme pour un rappeur nommé D-Dot, ce qui était en fait plutôt positif pour lui à l'époque. Mais son rêve de devenir lui-même rappeur, il ne l'a jamais perdu de vue. Maintenant, il faisait partie d'un groupe de rap appelé les Go-Getters, et ils étaient gérés par John Monopoly, Don Crowley et Arrow Star. Et cela se passait sous la société de management appelée Hustle Period. Maintenant, les Go-Getters ont fait une courte tournée de promotion et ils ont sorti un album intitulé World Record Holders. J'ai toujours été le rappeur le plus faible parmi les membres du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait toujours quelqu'un qui avait vraiment du talent, mais ils avaient juste une passion pour ça. Aucune de ces infos n'apparaissait dans notre version originale de avant qu'il soit célèbre. Ces épisodes sont vraiment approfondis. Tu vois, ce sont ces crédits de production sur des albums célèbres qui ont fait connaître Mr. Wesson. Il a été crédité comme producteur sur des albums de Foxy Brown et Goody Mob. Le point culminant de sa carrière fut lorsqu'il produisit pour des artistes du label Rockefeller Records. J'ai toujours rappé et il se trouve que des rappeurs vraiment phénoménaux ont eu l'occasion de rapper sur mes instrus avant que j'en ai la chance. La prochaine étape de Kanye s'inspire de l'histoire racontée dans l'outro de Last Call. D'après Ye, un directeur artistique chez Rockefeller Records nommé Hip Hop voulait utiliser une des instrus de Kanye pour leur artiste Beanie Sigel. Alors, Kanye lui envoyait des instrus pour que son artiste puisse les utiliser. Hip Hop était ami avec No ID qui lui a conseillé que si tu veux que Kanye t'envoie plus d'instrus, tu dois un peu flatter son ego sur sa façon de rapper. Alors, Hip Hop a dit qu'il gérerait Kanye en tant que producteur et aussi en tant que rappeur.
Un jour, finalement, Hip Hop a dit à Kanye qu'il aimait tellement une de ses instrus que Jay-Z voudrait peut-être rapper dessus. Cette chanson, elle a fini par devenir This Can't Be Life. Il a rencontré Jay-Z au studio après avoir enregistré la chanson, et Kanye a rappé pour Jay ce jour-là, mais rien n'en est encore sorti à ce moment-là. Même après avoir placé une instru sur le projet de Jay-Z, Kanye vivait encore dans son petit appartement sans réel progrès musical. Un artiste de sa maison de production a signé un contrat, mais Kanye semblait mis de côté. À ce moment-là, Kanye s'est fait expulser de son appartement et il n'arrivait pas à payer le loyer. Alors, Donda et Kanye ont déménagé à Newark, dans le New Jersey, avec tout le matériel d'enregistrement de Ye. La première instru qu'il a faite dans son nouvel appart était Heart of the City. Plus tard, Kanye a fait écouter ses instrus à Beanie en studio, mais Beanie avait déjà fini son album et ne voulait plus de nouveaux sons. Puis Jay-Z est entré et a entendu Heart of the City. Alors, il a passé une autre instru, puis encore une autre, et Jay-Z, eh bien, qu'est-ce qu'il était impressionné. Je veux dire, c'était gênant. Ensuite, ces instrus sont devenus quelques-uns des plus grands morceaux de Jay sur son album The Blueprint. Et à partir de là, eh bien, Kanye, le producteur, était lancé. Mais sa carrière en tant que rappeur, eh bien, il avait encore beaucoup de chemin à faire. Ouais, on n'y est pas encore. Kanye a continué à produire pour Jay-Z et d'autres grands artistes. Après avoir quitté une soirée avec d'autres artistes, dont Ludacris, vers 3h du matin, Kanye, au volant de sa Lexus de location, a été coupé par une voiture et a foncé de plein fouet dans la circulation en sens inverse. Il est entré en collision avec une autre voiture à seulement quelques pâtés de maison du W Hotel. C'était le 23 octobre 2002. MTV a rapporté que Kanye West avait été blessé dans un accident de voiture. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas encore, mais ceux qui le connaissaient étaient très inquiets. Dans une interview en parlant de cette nuit-là, il a dit « Quand j'ai eu mon accident, je travaillais sur Dinny Seagull, Black Eyed Peas et PD Crack. Et disons simplement que ces morceaux n'étaient pas mon meilleur travail. Si j'étais mort cette nuit-là, ça aurait été la fin de mon héritage. Maintenant, quand je vais en studio, j'agis comme si ça pouvait être mon dernier jour. Maintenant, Kanye, il a dû subir une chirurgie reconstructive du visage et sa mâchoire était fermée par des fils. Sans assurance maladie, il payait tout de sa poche. Mais cet accident allait aussi servir d'inspiration pour l'une des chansons les plus importantes de Kanye. Maintenant, Kanye a écrit et rappé sa chanson Through the Wire seulement quelques semaines après l'accident, et il a tout enregistré avec la mâchoire fermée par des fils. Plus tard, la chanson est devenue le premier single de son premier album. Après avoir finalement convaincu certains représentants de label qu'il était plus qu'un simple producteur, eh bien, il avait un contrat avec Capitol sur la table. Mais Capitol, eux, se sont retirés. Finalement, Kanye West a signé avec Rockefeller Records et a sorti son premier album, The College Dropout. Le deuxième single de l'album était Slow Jams avec Twista et Jamie Foxx. Cette chanson est devenue leur premier numéro 1 pour les trois musiciens. Au début, Jamie Foxx n'était pas sûr de Kanye. Il a raconté lors d'une interview avec The Crew Show comment la chanson est née. Et puis finalement, j'organise une fête et un gamin entre, sac à dos sur le dos, la mâchoire un peu enflée. Qui est-ce? Kanye West. Kanye est devenu fou. Kanye a dit à Jamie qu'il avait une chanson sur laquelle il voulait qu'il pose sa voix. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Kanye, eh bien, il était seulement connu pour son travail avec Jay. Alors, on va à l'arrière. Donc, dans le studio, il dit que la chanson fait comme ça. Elle dit qu'elle veut du Marvin Gaye, du Luther Vandross. Je dis, vous avez compris, Kanye, que personne ne connaît encore. Jamie a chanté cette partie, mais Kanye ne le sentait toujours pas. Ouais, il a dit, ne fais pas ça. Donc Jamie a oublié la chanson et a oublié Kanye, il n'y a plus pensé. Il est parti faire un mauvais film, ce sont ses mots, pas les miens. Et puis... Je reviens et il me demande si je me souviens de la chanson dont j'ai parlé. Elle est numéro 1. Quant à The College Dropout, l'album a finalement remporté un Grammy du meilleur album de rap. Magnifique. Tout le monde veut savoir ce que je ferais si je ne gagnais pas. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Fetty Wap est né sous le nom de Willie Maxwell le 7 juin 1991 à Paterson, dans le New Jersey. Il est né avec un glaucome dans les deux yeux. Les médecins n'ont pu sauver qu'un œil. Aujourd'hui, Paterson est réputé comme l'une des villes les plus dangereuses de l'État, presque comme si la perte de son œil en était la cause. Il a étudié au lycée Eastside, où Fetty est revenu tourner le clip de Wake Up, déclarant « Je suis retourné dans mon ancien lycée parce que j'aime ma ville. Je voulais montrer aux élèves de Paterson que quelqu'un qui a arpenté les mêmes couloirs qu'eux tous les jours et s'est assis dans la même salle de classe que celle montrée dans la vidéo a réussi. Si je l'ai fait, ils le peuvent aussi. » Fetty a quitté le lycée Eastside pour se consacrer à la musique. Même si cela semble hollywoodien dans ce clip, Paterson, New Jersey est un quartier difficile. Fetty a dit « Tu ne sais pas à quoi t'attendre en venant dans le New Jersey.
Tout le monde voit Jersey Shore à la télé et croit que tout le New Jersey est ainsi. Mais en explorant l'État, on découvre autre chose. Rencontrer quelqu'un du New Jersey reste difficile. Seuls les gens du New Jersey savent d'où ils viennent. Fetty, passionné de musique, cite Gucci Mane comme principale inspiration. Il a gagné son surnom de rappeur, Fetty, comme un argot pour l'argent, et il a pris le mot WAP en hommage au goo-wop de Gucci Mane. Il a aussi affirmé être très influencé par la culture haïtienne, portant le drapeau du pays en hommage à la grand-mère de sa fille. À partir de là, plusieurs de ses amis musiciens ont lancé le groupe Rémi Boy 1738 nommé, d'après un cognac Rémi Martin haut de gamme. Fetty Wap est devenu père pour la première fois à l'âge de 20 ans. On dit aujourd'hui qu'il aurait jusqu'à 6 enfants. Cherchant à percer, il a décidé de faire quelque chose de différent avec sa musique et a introduit le chant dans ses raps, une formule qui allait le distinguer de ses pairs. 2014 a été l'année de Fetty Wap avec la sortie de Trap Queen, qui n'a d'abord pas eu de succès avant d'exploser ensuite. Le morceau raconte comment Fetty tombe amoureux d'une femme qui fabrique et vend du crack. Peu de temps après, Fetty a signé chez 300 Entertainment, et en 2015, il a sorti 2 autres tubes, 679 et My Way. Les 2 morceaux étaient très diffusés à la fois sur les radios hip-hop et les radios Top 40. Fin septembre 2015, Fetty a sorti son premier album éponyme, Fetty Wap. Le disque de luxe de 20 chansons s'est vendu à 300 000 exemplaires en mars 2016. Environ 3 jours après la sortie, Fetty a été impliqué dans un accident de moto qui a failli lui coûter la vie. Il rentrait chez lui à moto quand un véhicule arrivant en face l'a percuté. Heureusement, il a été transporté à l'hôpital dans un état stable. Fetty Wap a en fait été percuté par surprise alors qu'il conduisait une moto par une voiture. Certains pensaient, ou c'est ce que les gens me disent. D'accord, donc nous n'en sommes pas certains. Mais ils disent que la voiture n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour l'éviter, pour le moins. D'accord, il a été éjecté de la moto et il avait l'air blessé. Très gravement, mais les ambulanciers sont arrivés rapidement, il semblait assez réactif. Son succès s'est poursuivi tout au long de 2015 avec des collaborations avec French Montana, Fifth Harmony et Lil Dicky, ainsi que 2 singles promotionnels intitulés Wake Up et Jimmy Choo. Plus tard cette année-là, il a sorti une mixtape de 19 titres avec son équipe intitulée Zuver. Il a sorti quelques autres singles promotionnels en 2017, ainsi qu'une mixtape intitulée Lucky Number 7. Les choses allaient bien, mais Fetty peinait à retrouver le succès de son année de percée. Enfin, fin 2017, Fetty conduisait sur une autoroute à Brooklyn, quand un policier l'a vu rouler vite dans une Mercedes de 2012. Fetty a été arrêté et plus tard inculpé pour mise en danger imprudente, conduite en état d'ivresse, changement de voie illégal, conduite aggravée sans permis valide, et enfin une accusation supplémentaire pour course de rue. Il a admis avoir bu 2 verres de cognac avant de conduire, puis a été libéré sans caution. En quittant l'audience, il a dit « Je suppose que je vais devoir prendre des Uber à New York ». Ceux qui me connaissent savent que je ne mets pas la vie des gens en danger. Il était 2 heures du matin, aucune voiture sur l'autoroute. À New York, vous le savez. En 2019, Fetty Wap a été accusé d'avoir agressé 3 employés d'hôtel et arrêté pour 3 chefs d'accusation de coups et blessures. Alors que les fans commençaient à remettre en question le succès de Fetty Wap sur les réseaux sociaux, il a esquivé les accusations selon lesquelles il n'avait plus la cote ou aurait des problèmes avec son label. Pour rester occupé, il a commencé à apparaître dans Love and Hip Hop Hollywood. Nous sommes là maintenant. Comment je vais faire pour être là? Mec, pars demain ou après-demain, va au Texas. Donc tu seras de retour avant la naissance du bébé? Ouais, bien sûr. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je voulais te parler. C'est quelque chose que je veux faire. Je veux être son père. Je veux qu'en grandissant, elle dise « c'est mon papa, oui ». Les choses semblent ralentir pour le rappeur dans le domaine musical, mais cela lui a laissé beaucoup de temps pour devenir père de 6 enfants avec 5 femmes différentes. Il y a eu Hayden, né en 2011 avec Ariel Reese. Xavira, né en 2015 avec Lisa Eziona. Carrie est née en 2016 avec Mazika. Et Lorraine, née entre 2017 et 2021 avec Turquoise Miami. Et Zai, née en 2018 avec Lisa Eziona. Finalement, Fetty était prêt à se poser et à épouser non pas une des mères de ses enfants, mais une toute autre femme, Leandra Kay Gonzalez, avant de divorcer 1 an plus tard. Fetty a aussi traversé des moments difficiles, comme la perte de son frère Tishan Depew, abattu dans les rues de Paterson, leur ville natale du New Jersey. En août, Fetty a perdu sa fille Lauren Maxwell, morte à 4 ans de complications cardiaques présentes depuis sa naissance. Dans une vidéo en direct sur Instagram, Fetty a demandé à ses fans d'ajouter des papillons dans les commentaires pour sa fille disparue. Vous pouvez me rendre un service. Par contre, postez juste tous les papillons dans les commentaires. Tous les papillons. La petite adorait les papillons, mec. Donc maintenant, on connaît la signification de son prochain 2e album studio, The Butterfly Effect, qui sortira le 22 octobre.
Le rappeur de 30 ans n'a pas sorti d'album depuis son album éponyme Fetty Wap en 2015 jusqu'à maintenant. Donc les attentes sont élevées et on espère qu'il sera à la hauteur. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il sera à la hauteur. XXXTentacion est né José Onfroy le 23 janvier 1998 à Plantation, en Floride, de Dwayne Ricardo Onfroy et Cléopâtre Bernard. Sa grand-mère, ses tantes et certaines des autres compagnes de son père ont beaucoup contribué à son éducation. Parlons maintenant de sa demi-sœur Ariana. J'ai mentionné dans la vidéo avant qu'il ne disparaisse qu'elle était sa sœur, mais certains n'y ont pas cru. L'un d'entre vous a même écrit « Fais de meilleures recherches la prochaine fois ». Ce n'est pas la sœur de X et elle n'a aucun lien familial avec lui. Consultez son Instagram, elle y fait une déclaration à ce sujet. En allant sur son Instagram, vous verrez presque uniquement des preuves qu'elle est bien sa sœur. Là-bas, elle partage plusieurs vidéos familiales à la maison et des photos d'elle avec un jeune Jacet. Il y en a même une qu'elle a légendée, « Pour toujours mon frère ». Évidemment, il y a aussi eu des tensions à certains moments entre eux, puisqu'elle a un jour publié sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée « QA, pourquoi je ne parle pas à XXTentacion, mon frère ?» Mais oui, il n'y a aucun doute. Ils avaient le même père et, eh bien, ils ont passé du temps à grandir ensemble. Ça, c'est ma mère et ça, c'est Josie, tu sais. Au fait... Beaucoup d'entre vous me demandaient aussi comment la trouver sur YouTube. Eh bien, sa chaîne s'appelle Bad Gyal Harry. Elle est aussi sur Twitter sous le nom de Harry Cartel et sur Instagram sous le nom de Bad Gyal Harry, avec 5 i. Cet extrait provient d'une vidéo intitulée Childhood Chronicles, mon enfance véritable avec XXTentacion. Dans cette vidéo, Ariana explique que José a vécu chez eux environ 1 an avant que sa mère le récupère. Pour découvrir l'enfance ou l'ascension de X, regardez mes vidéos avant qu'il ne disparaisse ou avant qu'il ne soit célèbre sur cette jeune icône. Mais inutile de dire qu'il était une figure remarquable et talentueuse qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire du hip-hop. Bien que la controverse ait entouré sa carrière avec de nombreux conflits, des épisodes violents et des problèmes juridiques, il était clairement en train de prendre un nouveau départ dans les derniers mois de sa vie. En fait, le lundi après-midi, 18 juin 2018, X a publié sa dernière story Instagram où il a déclaré « J'organise un événement caritatif pour ce week-end en Floride ». À ce moment-là, il faisait des achats de motos chez Riva Motorsport à Deerfield Beach et c'est là, alors qu'il était assis dans sa BMW, qu'il a été approché par 2 assaillants et abattu. Les témoins n'ont pas trouvé de pouls et X était comateux lors de son transfert urgent à l'hôpital. Et puis, il est décédé peu après. Ce gars n'avait que 20 ans. Une autre vie a été perdue, un autre individu talentueux, et c'est juste triste, mais nous n'avons pas encore résolu l'affaire. 2 jours après, la police a arrêté un suspect lié au meurtre, que la mère de X a appris lors d'une veillée aux chandelles pour son fils. S'ils l'ont arrêté, ça veut dire qu'ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Le suspect arrêté était Dedrick D. Williams, et selon TMZ, il avait déjà été arrêté pour possession de cocaïne, possession d'armes, violence domestique et agression aggravée avec une arme à feu. Lors d'un incident en 2014, il aurait pointé une arme sur la tête de sa petite amie, et selon les registres d'arrestation, il a au moins 11 crimes à son actif. Selon son Instagram, le suspect serait tatoueur. Je ne vais évidemment pas promouvoir son compte. Je ne veux pas augmenter sa notoriété, mais il a déjà gagné 15 000 abonnés depuis son arrestation. Le 5 juin, il a ironiquement posté une photo de lui en uniforme avec la légende « Dieu merci, je ne suis ni mort ni en prison ». Eh bien, heureusement, maintenant, il l'est. Et l'année dernière, il a aussi publié un message assez troublant. « Je vais faire un carnage et tuer toute ta famille ». Mais avant l'arrestation, des témoins de la fusillade avaient décrit non pas 1, mais 2 suspects, tous 2 des hommes noirs portant des sweats à capuche. Le tireur masqué de rouge s'est enfui avec un complice dans un SUV sombre. Les enquêteurs pensaient d'abord à un vol ayant mal tourné, car un sac Louis Vuitton avait été volé dans sa voiture. Avant que des arrestations ne soient effectuées, les soupçons se sont rapidement tournés vers 2 autres rappeurs connus sous les noms de Soldier Kid et Soldier Jojo. Et le lendemain du meurtre, eh bien Kid a sorti un nouveau clip vidéo via Worldstar. Et eh bien regardez par vous-même si vous voyez quelque chose de suspect. Ouais, Soldier Jojo a aussi publié une photo de lui portant un masque rouge sur Instagram le 2 juin. Les 2 rappeurs ont posé dans une décapotable avec un masque rouge sur une photo, depuis supprimée, publiée sur l'Instagram de Kid. Ce même jour, Kid avait aussi posté sur Instagram qu'il avait récupéré de la nourriture chez Hook Fish and Chicken, à seulement 10 minutes de l'endroit où la fusillade de X a eu lieu. Sur cette photo, une arme est clairement visible. Pourtant, Soldier Kid a de nouveau nié tout lien avec le crime sur Instagram.
J'ai vu beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux disant que j'avais quelque chose à voir avec la mort de X. Je ne savais même pas qui était cet homme, tu vois ce que je veux dire? Toutes mes condoléances à la famille de cet homme. Je n'ai rien à voir avec ça, mais je reste positif et garde la tête haute, comme toujours. Son prochain post serait une photo de X qu'il a légendé « Repose en paix, âme puissante ». C'est triste de voir les réseaux sociaux condamner un adolescent innocent, mais je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. La justice sera rendue. Soldier Jojo a également nié toute implication et avant de passer son compte Instagram en privé, eh bien, il a publié cette vidéo. D'après ce que je sais, Ko était vraiment une dure à cuire et je la respecte. Vous m'avez tous saoulé sur Kissam. On a fait ça pourquoi, bordel? On respecte tout le monde, c'est clair. Je ne veux rien avoir à faire avec toutes ces conneries. Maintenant, je dois vous rappeler que ces gars-là n'ont évidemment pas été reconnus coupables au moment de cet enregistrement, ni n'ont, à notre connaissance, de lien avec le crime jusqu'à présent. Et le suspect? Eh bien, il ne semble pas avoir de lien clair avec les rappeurs. En même temps, cependant, le nombre incroyable de coïncidences n'a toujours pas été expliqué. Une autre coïncidence est survenue après le décès de X. De nombreux médias ont cité une vidéo qu'il avait réalisée et qui semblait annoncer sa propre mort. X avait déclaré « Si je dois mourir, je veux que ma vie ait rendu heureux au moins 5 millions d'enfants. » Ou qu'ils aient trouvé dans ma vie des réponses ou du réconfort, malgré le négatif autour de mon nom. Désormais, les fans ont clairement perçu quelque chose de spécial dans sa musique. Une foule s'est réunie sur Melrose Avenue à Los Angeles pour honorer la star disparue. La foule, comptant jusqu'à 1 millier de personnes, est arrivée au mémorial improvisé, organisé par Adam 22 qui avait apparemment commencé dans le calme. Mais la situation a dégénéré. Selon la police de Los Angeles, le groupe a lancé des pierres et des bouteilles sur les agents et bloqué la circulation. Un officier dit avoir été touché par une brique. Les policiers sont intervenus en tenue anti-émeute, utilisant balles au poivre et en caoutchouc. En Floride, des centaines de personnes se sont réunies pacifiquement mardi sur le lieu du meurtre, déposant des fleurs et écrivant des hommages à la craie sur le trottoir. Une invitée indésirable à la veillée était son ex-petite amie, Geneva Ayala, qui a également écrit sur Instagram « Ils m'ont viré de la veillée, c'est tellement irrespectueux. Je n'arrive pas à croire que les gens soient si égoïstes. Je ne suis même pas resté 25 minutes et on m'a chassé du mémorial. Je ne dérangeais personne. C'est injuste. Je suis dévasté. Ils ont brûlé ce que j'avais apporté pour lui. Je suis tellement en colère, j'ai envie de crier. La foule réagissait évidemment à l'hostilité perçue entre les deux. Les problèmes juridiques de X à sa mort concernaient les violences domestiques qu'elle avait subies de sa part. Ses fans pensaient qu'elle serait heureuse ou soulagée de sa mort. Mais elle a réagi sur Twitter pour clarifier « Je sais que vous ne m'aimez pas, mais il ne s'agit pas de moi. Veuillez arrêter de me taguer dans des disputes irrespectueuses. Je me fiche de tout ça. J'ai perdu un proche, laissez-moi tranquille. » Elle a poursuivi « C'est dégoûtant que des gens parlent pour moi. Peu m'importe que personne n'ait pris soin de moi il y a quelques mois. Ce n'est pas moi qui suis morte, c'est lui. C'est irréversible. Je suis encore là. Honnêtement, comment croyez-vous que je le vis? On pense que je devrais être soulagé ou heureux. Non, je suis brisé. » Sur une note plus positive, depuis la mort de X, Geneva Ayal a reçu un certain nombre de dons sur sa page GoFundMe pour couvrir ses frais médicaux. À l'origine, elle avait créé une page de financement participatif en octobre 2016, mais elle a reçu plus de 6 000 $ rien que ces 2 derniers jours. Ce qui porte le total de ses dons à plus de 31 000 $. Les frais médicaux résultent des violences domestiques présumées de X. Elle détaille partiellement ses blessures sur sa page GoFundMe. 2 fractures à l'orbite de l'œil gauche après un coup violent, ainsi que des fractures au nez et à la mâchoire. Comme ses os sont fracturés, ils transpercent l'arrière de mon globe oculaire, causant des dommages à un nerf optique et à mon œil lui-même. Que X soit coupable ou non d'avoir causé ces blessures, je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que c'est une bonne chose qu'elle ait pu se faire soigner. Parce que vous savez, eh bien ça a l'air vraiment grave. Au moment de la mort de X, il travaillait sur 2 projets inédits, une mixtape intitulée I Need Jesus et un album studio intitulé Skins. On ne sait pas encore quand ces enregistrements verront le jour, mais Diplo a déclaré que X l'avait récemment contacté pour voir si lui et Skrillex pouvaient l'aider à terminer son prochain album. Donc, c'est peut-être quelque chose que nous verrons se réaliser. Concernant le nouvel intérêt de X pour la charité, Shem as the Slump God a dit vouloir reprendre l'événement caritatif qu'il préparait et en faire une journée de commémoration. Les gens réagissent de toutes sortes de façons face à une nouvelle aussi tragique. Je sais que lorsque j'ai appris la disparition de X, j'ai été tenté de sortir et d'allumer une bonne vieille cigarette à l'ancienne.
C'est exact. Votre pote McCurdine est un fumeur, ou du moins il l'était. Depuis, j'ai trouvé une nouvelle alternative grâce à ma collaboration avec Candy Pence, et cela m'a permis de trouver une meilleure solution d'aromathérapie, non seulement de gérer le stress, mais aussi de me détendre et, vous savez, de profiter de la vie de temps en temps. Maintenant, Candy Pence, ils ont aussi des liens solides avec la communauté rap et hip-hop, avec le soutien de personnes comme DJ Khaled, Amber Rose, Young Emma et le camarade de la promotion 2017 de XXXTentacion, PNB Rock. Candy Pence est réservé aux adultes de 18 ans et plus. J'ai un code promo pour 25% de réduction sur toute commande via le lien ci-dessous. Merci à Candy Pence pour le sponsoring. Cela me permet de poursuivre nos activités sur cette plateforme inchangée. Un espoir est apparu dans ce drame avec l'annonce de la grossesse de la compagne de X qui attend son enfant. Sa mère a déclaré sur Instagram qu'il nous a laissé un dernier cadeau. Son identité reste inconnue. Tu restes à New York un moment? Oui, 3 jours. On est en groupe. Showcase demain. On chasse les Miami? Oui, on vient de Miami. Fans de Marilyn Manson. D'abord... Faisons un petit récapitulatif. Marilyn Manson est né sous le nom de Brian Hugh Warner le 5 janvier 1969 à Canton, Ohio. Il était le fils unique de ses parents Hugh et Barb Warner. Dès l'enfance, Brian a connu des difficultés, victime d'agressions sexuelles répétées par un voisin. Jeune, il jouait au football et participait au comité de l'annuaire scolaire. Il était passionné par les magazines Mad, MTV et des groupes de rock comme Kiss. Il jouait à Donjons et Dragons et aimait repousser les limites dans son école chrétienne. Après le lycée, son père a trouvé un emploi à Fort Lauderdale, donc la famille a déménagé en Floride. Là-bas, le jeune Brian a intégré un établissement supérieur local appelé Broward, où il a étudié journalisme et théâtre, malgré les conseils de son père d'opter pour une voie plus pratique. Il a ensuite trouvé un emploi dans un magazine local de Fort Lauderdale Parallel 25th. Il a eu sa première chance lorsqu'il a pu interviewer Trent Reznor de Nine Inch Nails et il a adopté le pseudonyme de Marilyn Manson en combinant les noms de la star hollywoodienne Marilyn Monroe et, bien sûr, du tueur en série Charles Manson. Un jour, je veux devenir une rockstar. Que cela vous serve de leçon, les enfants. En 1993, Marilyn Manson et son groupe ont obtenu un contrat avec le label de Trent Reznor, ce qui leur a également permis de participer à la tournée de Nine Inch Nails en 1994. Le premier album de Marilyn Manson, intitulé Portrait of an American Family, produit par Reznor, a offert à Manson son premier goût du succès commercial. Dès lors, il a acquis des fans avec son EP suivant, Smells Like Children. Il est sorti en 1995 et Marilyn est beaucoup passé sur MTV lorsqu'il a sorti la reprise de la chanson Sweet Dreams. Cela lui a valu le disque de platine et une grande notoriété. En 1996, Marilyn Manson a rencontré un immense succès avec le deuxième album du groupe, Antichrist Superstar. L'album a fait ses débuts à la 3e place du classement Billboard 200 et Marilyn Manson a connu son plus grand succès en 1998 avec la sortie de Mechanical Animals. L'album a atteint la 1re place du Billboard et a boosté les ventes de billets pour la tournée Last Tour on Earth, lancée 1 an plus tard. En 2005, Marilyn a dit à Rolling Stone qu'il passait de la musique au cinéma, ajoutant « Je ne pense pas que le monde mérite de la musique en ce moment. Je ne veux plus que mon art soit transformé en produit par d'autres, surtout les maisons de disques. Je veux juste créer. » Pourtant, il vient de sortir son 11e album studio. Parlons donc un peu plus de sa vie personnelle et de sa carrière cinématographique. Lorsque Marilyn s'est fait connaître, il a commencé à accepter de petits rôles dans des films comme Jawbreaker, aux côtés de sa petite amie de l'époque, Rose McGowan. Il a tourné dans de petits films, joué son propre rôle dans Californication, puis, grand fan de Eastbound and Down, il a obtenu un rôle dans cette série. Marilyn avait exprimé son intérêt pour jouer Willy Wonka dans le remake, rôle qui est finalement revenu à son ami Johnny Depp. Mais Johnny a cité Marilyn Manson comme source d'inspiration pour son personnage. Donc, je suppose que c'est un bel hommage. La première fiançaille de Marilyn, qui a duré 2 ans avec Rose McGowan, eh bien, elle a pris fin vers 2001 et il semble que la séparation ait été à l'amiable. Il a ensuite été en couple avec une danseuse burlesque, un mannequin et une créatrice de costumes du nom de Dita Von Tess. Les deux se sont mariés en 2004. Le mariage a duré 2 ans, mais finalement Dita Von Tess a demandé le divorce pour différends irréconciliables. Les tabloïds ont rapporté que son mode de vie festif et ses liaisons extra-conjugales étaient la véritable raison de leur séparation. Je suis restée avec lui pendant 7 ans et beaucoup de gens, 7 ans en tout. Nous n'avons été mariés qu'1 an et j'ai l'impression que le mariage a été comme le baiser de la mort pour nous. Maintenant... Il a ensuite été en couple avec l'actrice Evan Rachel Wood et celle-ci est la plus troublante. Tous les deux se sont mis ensemble en 2007
et ont eu une relation instable pendant des années. Après leur rupture, Evan a révélé publiquement des histoires choquantes de maltraitance, incluant contrôle, violence domestique, torture, etc. C'est vraiment grotesque. Il avait des accès de jalousie extrême, ce qui se traduisait souvent par le fait qu'il détruisait notre maison, me coinçait dans une pièce et me menaçait. J'ai vu mon agresseur menacer des gens par la force ou par des poursuites judiciaires s'il craignait qu'ils le dénoncent. Les deux ont été fiancés pendant plusieurs mois avant de annoncer officiellement leur séparation. Et que ces accusations soient vraies ou fausses, eh bien je pense qu'on peut dire sans risque qu'ils ne se parlent plus. Maintenant, je cherchais sur internet une réaction de Marilyn à propos de ces accusations. Le mieux que j'ai pu trouver, c'est une interview approfondie sur Channel 4 où il parle de son ex, Rose McGowan, du mouvement MeToo et de ses accusations contre Harvey Weinstein. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'il avait à dire. Je veux dire... Quand il y a des accusations graves, et il y a toujours des accusations, bien sûr. Mais, je veux dire, c'est quand quelqu'un commence à se plaindre de quelque chose qui s'est passé, qui semble un peu moins grave qu'une véritable agression sexuelle, parce que ça, c'est autre chose. Je pense que c'est insultant pour les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. La dernière petite amie connue de Marilyn Manson est la photographe Lindsay Usick. Depuis 2015, aucun partenaire n'a été mentionné publiquement. Je pense donc qu'il est juste solitaire. Beaucoup ignorent le lien fort de Marilyn avec ses parents. En 2014, sa mère est décédée après 8 ans de lutte contre Alzheimer. Non, Marilyn a vu son père, vétéran du Vietnam, pleurer pour la première fois aux funérailles. Marilyn Manson a acheté sa première maison à Los Angeles, son père venant de l'Ohio lui rendre visite. Ils ont passé du temps ensemble en 2017 avant le décès de son père. J'ai pu le voir pendant environ une demi-heure. Je pense qu'il m'attendait. Parce que, vous savez, j'ai terminé la dernière chanson de l'album le lendemain et je me suis fait ce tatouage sur la main. Et j'ai pris l'avion pour l'Ohio parce qu'il ne m'avait pas vraiment dit à quel point il était malade. Je crois qu'il voulait seulement être avec ma mère, où qu'elle soit. Avant sa mort, les deux ont collaboré pour une séance photo en maquillage complet. Et concernant le décès de son père, eh bien Marilyn a posté sur Instagram ceci. « Aujourd'hui, j'ai perdu mon père, Hugh Warner. Il m'a appris à être un homme, un combattant et un survivant. Il m'a appris à tirer, conduire et diriger. Il restera toujours le meilleur père du monde. Je sais qu'il est avec ma mère maintenant, d'une façon ou d'une autre. Je tiendrai ma promesse et je ne te décevrai jamais. Tu me manques. Je t'aime, papa. » Joseph Jackson est né le 28 août 1958 à Gary, dans l'Indiana. 8e de 10 enfants, il vivait dans une petite maison de 2 chambres. Sa mère, Catherine, était témoin de Jéhovah et travaillait chez Sears pour subvenir à la famille, tandis que son père, Joseph, Joe, était grutier et ex-boxeur. En grandissant, Michael et ses frères découvrirent que leur père savait toujours cogner fort. Nous étions terrifiés. Terrifiés. Je ne peux même pas vous dire, je ne pense pas qu'il réalise encore aujourd'hui à quel point nous avions peur. Joe forçait Michael et ses frères et sœurs à répéter sans cesse les pas de danse, les frappant avec une ceinture à la moindre erreur. S'il ne s'agissait pas de violence physique, Joe Jackson manipulait verbalement et mentalement ses enfants. Par exemple, il se moquait de Michael à propos de la forme de son nez. En 1964, Michael a rejoint ses frères aînés dans les Jackson 5 et a commencé sa vie sur scène. Michael n'avait que 10 ans lorsqu'il a été couronné enfant prodige, considéré comme mûr pour son âge et salué pour une musique capable de briser les barrières raciales. Rappelez-vous, nous évoquons ce groupe qui a explosé l'année de l'assassinat de Martin Luther King Jr. et des émeutes urbaines dans tout le pays. Le petit Michael Jackson était un rayon d'espoir pour l'égalité des chances. La plupart du temps, vous savez, il allait à cette école il y a longtemps. Ton père et ta mère l'acceptent. C'est mon père. Au fil des ans, Michael a perdu toute chance d'une enfance normale, devenant idole des jeunes et symbole sexuel. Off the Wall est sorti en 79 et a prouvé que Michael était l'un des meilleurs artistes solo de tous les temps. À l'époque, il était le Justin Bieber de son époque. Encore plus impressionnant, il n'avait que 21 ans lors de sa première chirurgie esthétique après s'être cassé le nez en répétant un numéro de danse. Il a subi 2 opérations du nez pour le réparer, puis en 1982, il a sorti l'album le plus vendu de tous les temps. On parle de Thriller, qui est resté numéro 1 du Billboard 200 pendant plus de 9 mois. Il était aussi accompagné d'un clip de 14 minutes qui a aidé à lancer la chaîne MTV auprès du grand public. Cette année-là, Michael s'est réuni avec ses frères et a marqué l'histoire en dévoilant son look emblématique et son pas de danse iconique, le consacrant roi de la pop. Après avoir subi des brûlures au second degré lors d'une publicité Pepsi, Michael a décidé de se refaire opérer. Il devenait en fait obsédé par la chirurgie esthétique. Les années suivantes, Michael resterait obsédé par son apparence, modifiant son nez et cherchant à dissimuler ce visage dont son père s'était moqué enfant.
Il avait aussi perdu énormément de poids en essayant d'obtenir un corps de danseur. Par-dessus tout cela, sa couleur de peau devenait de plus en plus pâle à cause des traitements pour sa maladie de peau appelée vitiligo. La transformation radicale de Michael l'a exposé aux tabloïds, aux rumeurs et aux moqueries. La presse l'a appelé Wako Jacko. Parmi ses épisodes les plus extravagants, il y a l'achat d'un chimpanzé nommé Bubbles et dormir dans une chambre à oxygène pour ralentir le vieillissement. Demandons-nous maintenant ce qu'est devenu Bubbles. Voici Bubbles. À part Cheetah, le chimpanzé de Tarzan, il est peut-être le chimpanzé le plus célèbre du monde. Il y a 25 ans, il était l'animal de compagnie de Michael Jackson. Ces thérapies n'ont pas apporté à Michael la paix qu'il cherchait et ses années sous les projecteurs commençaient à laisser des traces. Fuir et se cacher, tu ne peux pas. Je ne peux pas me promener dans le parc. Je ne peux pas aller au magasin. Je ne peux pas. Je dois me cacher dans une pièce. Tu as l'impression d'être en prison. En 1988, Michael a commencé à construire le Neverland Ranch, ce monde fantastique de 17 millions de dollars qui comprenait un théâtre, un zoo, un parc d'attractions et 40 gardes de sécurité patrouillant sur le domaine. Avec Jackson jouant le rôle de Peter Pan des lieux, cela a donné à la star l'occasion de vivre l'enfance qu'il n'a jamais eue. Tu es génial. Je pense que tu es génial aussi, Cartman. Oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est à cette époque que Michael est aussi devenu un bon ami de l'enfant star Macaulay Culkin. Mais voir un adulte passer autant de temps avec de jeunes garçons à Neverland a fait hausser bien des sourcils. Et, eh bien, en quelque sorte pour de bonnes raisons. L'année suivante, Michael faisait face à ses premières accusations d'abus sexuels sur mineurs. À votre connaissance, Avez-vous déjà été accusé d'avoir agressé sexuellement Macaulay? la famille Chandler avait accusé Michael d'avoir eu des attouchements sur leur fils de 13 ans et ils lui ont réclamé de l'argent. La police a perquisitionné la maison de Michael, l'a fouillé à nu et l'enfant a décrit en détail les parties intimes de Michael Jackson. Je me demande quelle était leur couleur. Dans cette période difficile, Michael a trouvé du réconfort auprès de Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis. Ils se sont mariés en secret, faisant de Lisa la princesse du rock et la reine de la pop. Le mariage a duré 2 ans avant qu'ils ne divorcent, mais Michael a trouvé immédiatement une nouvelle femme à épouser. Elle était son amie, une fan et une infirmière dans le cabinet du dermatologue qu'il fréquentait. La femme s'appelait Deborah Rowe et elle a dit tout de suite à Michael qu'elle porterait ses enfants. Ensemble, ils ont eu 2 enfants et Michael a obtenu la garde exclusive lorsqu'ils ont divorcé en 1999. Plus tard, Michael aura un 3e enfant avec une mère porteuse inconnue qu'il nommera Blanket. Le monde découvrira Blanket d'une façon très étrange. Tout à coup, le terme Wako Jacko refaisait surface et MJ était de retour à la une de tous les tabloïds et journaux. En 2003, plusieurs familles ont de nouveau accusé Michael de maltraitance d'enfants, entraînant son arrestation. Il a été acquitté, mais sa réputation était irréparable. De plus, cette photo d'identité judiciaire n'est vraiment pas flatteuse pour Michael. Tout le monde a pensé, on dirait, un costume d'Halloween. À partir de là, Jackson a quitté Neverland et est resté discret plusieurs années. En mars 2009, il a annoncé sa série de concerts de retour This Is It. C'était censé être le dernier baroud d'honneur de Michael, et 50 concerts ont été ajoutés après la vente de plus de 2 millions de billets en 2 heures. Cela fait 140 billets par seconde, c'est fou. Et aussi, c'est une bonne affaire. On disait à l'époque que Michael, eh bien, il était profondément endetté. Avec l'approche du spectacle tant attendu, il semblait que l'image de Michael allait enfin bénéficier du renouveau dont elle avait besoin. Malheureusement, quelques semaines avant le grand jour, Michael a subi un arrêt cardiaque alors qu'il était dans son lit. Il est décédé le 25 juin 2009 d'une overdose de propofol, aussi appelé le lait de l'amnésie. Après des décennies d'abus de médicaments sur ordonnance, auxquels s'ajoutait le stress croissant lié à son spectacle à venir, cela avait clairement fini par faire des ravages. Son médecin, M. Conrad Murray, a ensuite été inculpé d'homicide involontaire. La mort soudaine de Jackson a failli faire exploser Internet. L'afflux massif de trafic sur Twitter, Wikipédia, Google, TMZ et AOL Messenger a fait planter leur site. Les chaînes ont interrompu leur programme pour diffuser des marathons consacrés à l'œuvre de cet homme. Une loterie a permis de choisir des milliers de fans pour la cérémonie. Et plus de 31 millions de personnes ont suivi la retransmission, plaçant ses funérailles aux côtés de celles de la princesse Diana et du président Reagan.